Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la Crypto News, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et du monde économique. Alors on va commencer, mais avant, petit rappel, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple et efficace, on like, on partage, ça aide beaucoup au référencement, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On attaque tout de suite avec les nouvelles. Dans les nouvelles, nous allons commencer par quelque chose qui est un petit peu étrange, qui va être la notion de SushiSwap. On va aller voir du côté de Sushi, sur lequel on a des petits problèmes de liquidité. Alors, rappel, SushiSwap, ça reste un swap, donc un DEX décentralisé, qui est relativement connu, qui a été même un des premiers à lancer la notion de rétribution sous forme de token propre à la plateforme, donc le Sushi. Et là, on a justement des petits soucis avec justement un problème de liquidité. Il y a dans le DAO, donc une proposition qui a été effectuée, qui explique tout simplement que à un moment donné, ils ont plus que 1,5 années pour pouvoir, en fait, de trésorerie, pour pouvoir continuer à développer le projet et à maintenir les infrastructures liées au projet. C'est sûr que ça fait assez peu, c'est quand même beaucoup dans la notion de crypto, mais pour un DEX, ça fait assez peu. Et actuellement, la proposition d'elle-même explique qu'ils ont coupé en fait une grosse partie des frais, en passant de 9 millions de dollars annuels à 5 millions, et qu'ils vont continuer à diminuer ces frais-là, mais que, bon, ils ne pourront pas continuer forcément à diminuer plus, et la proposition tourne autour, justement, de la rétribution des frais, et justement, la mise en suspens d'une partie des frais donnés possiblement aux sushi stakers, donc ceux qui possèdent des sushis et qui les stake, donc il y aura une partie qui serait récupérée pour justement alimenter la trésorerie. C'est une réflexion qu'on va avoir pendant, je pense, un certain temps, pas que sur SushiSwap, je pense que pour d'autres qui n'ont pas forcément une trésorerie très développée dans laquelle on va arriver sur une max supply déjà existante, donc ça veut dire quelque chose qui ne peut plus émettre de nouveaux tokens, donc ça veut dire aussi que la trésorerie n'est pas capable de pouvoir s'alimenter elle-même en libérant les tokens, donc ça risque d'être à un moment donné compliqué, et ça va être le cas pour un certain nombre d'autres protocoles qui risquent d'avoir la même problématique. Cette année, donc en 2023, pardon, enfin l'année prochaine, en 2023, c'est bientôt, on va dire cette année 2023, et l'année prochaine, 2024, en espérant que bien évidemment le bull run et l'augmentation des fees vont permettre de pouvoir revitaliser la trésorerie de ces protocoles, bien évidemment. Plus on a d'échanges sur les DEX, plus on va avoir de fees qui vont être générées, plus ces fees peuvent être drainées dans la trésorerie pour pouvoir maintenir le protocole, ce qui est logique. On continue les nouvelles avec notamment Binance, la proof of reserve de Binance, notamment celle en Bitcoin, a été validée par l'entreprise d'audit Mazars, donc qui est une des entreprises quand même relativement connues et reconnues dans les audits de liquidité, et c'est intéressant de voir que justement on est bien dans une surcollectalisation au niveau de BTC, on est à 101%, ça veut dire que on a 101% de BTC pour assurer les BTC présents sur la plateforme. Ça reste que les BTC, mais ça reste aussi une énorme value représentative de Binance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu, on a eu justement la proof of reserve Merkle Tree de BitGet, là on a justement celle début qui ressemble de Binance, voir comment ça va se dérouler par la suite, mais en tout cas c'est intéressant de voir l'effort de transparence qui est effectué, même si cet effort, rappelons-le, ne sont pas des preuves de santé d'une société, ni de l'équilibre des balances comptables de celle-ci. D'accord, on pourrait très bien avoir une proof of reserve ou une proof of liquidity ou une proof of liability qui représente la totalité des assets, mais ne pas avoir à côté les créances enfin voilà, l'important c'est ok, j'ai peut-être 100 BTC, mais si j'en dois 110, ce n'est pas positif. Et ça, il faut bien le retenir, et ça, on n'a pas cette visibilité-là, et ce qui peut être compliqué, justement, voilà, ça peut être attribué sous une forme de fausse transparence, dans le sens où on vous montre que on a, 100% de BTC, mais qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est des BTC dans lesquels j'ai emprunté? Est-ce que c'est des BTC qui font office de collatéral sur quelque chose que j'ai emprunté, enfin, c'est compliqué de pouvoir avoir cette visibilité-là, donc il faut bien différencier la notion de proof of reserve et la notion de santé financière d'une société.
Voilà, c'est deux choses séparées, et il faut pas se laisser avoir par rapport à ça. On va continuer avec notamment Genesis, qui nous donne un petit peu des nouvelles. Genesis, qui a notamment contacté ses clients, et qui explique clairement qu'il n'y a pas de solution pour demain, que ça va prendre du temps. Il parle même de plusieurs semaines, voire plus. Clairement, je pense que ce sera pas d'ici la fin de l'année, et voire même courant de l'année prochaine. Les négociations continuent toujours, et malheureusement, il n'y a pas de financement qui est en train de se faire, donc il n'y a pas d'arrivée de liquidité, en tout cas en état, et il n'y a pas non plus de chapitre 11 qui est déposé, ce qui est plutôt une bonne chose pour Genesis. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y a un trou, ce trou n'est pas suffisamment grave pour être obligé de déposer quoi qu'il arrive le chapitre 11. À savoir que Genesis se fait épauler d'un des meilleurs cabinets d'avocats dans la notion de restructuration, cabinet d'avocats qui s'était occupé aussi de Voyager et qui au bout d'une semaine leur avait dit non mais vous posez le chapitre 11, on y va. Là ce n'est pas le cas, donc ça fait déjà plusieurs semaines que le cabinet est dessus sur cette affaire, donc ça veut dire que bon, il y a d'autres solutions à voir et il va falloir suivre le déroulé de l'affaire Genesis. On continue les nouvelles avec AAV qui achète Sonar. Alors, très intéressant, AAV, donc, qui est protocole de DeFi qu'on connaît depuis très longtemps, qui est une énorme TVL, qui a lancé son stablecoin, et qui travaille notamment sur d'autres protocoles qui s'appellent Lens Protocol, protocole de décentralisation des réseaux sociaux, avec notamment une couche d'infrastructure et de librairies utilisatrices pour pouvoir construire des réseaux sociaux. Là, AAV a annoncé le rachat notamment d'une startup qui s'appelle Sonar pour agrandir en fait leur capacité de développement. Et justement, Sonar, qu'est-ce que c'est? C'est un métaverse mobile, donc c'est une application mobile sociale qui est basée sur les NFT avec la mise en place des NFT pour créer des avatars. Donc quelque chose qui serait intéressant dans l'utilisation générale de l'évolution de Lens Protocol, et à savoir que les équipes de Sonar vont être directement intégrés dans AAV, en tout cas dans le savoir-faire qui va être proposé, et qui va permettre potentiellement d'avoir une évolution rapide et concrète de Lens Protocol, et s'il y a un achat qui est effectué de ce style-là, ça veut dire que derrière il y a un projet commun qui arrive, d'accord? C'est jamais juste on achète et après on voit ce qu'on en fait. Non, il y a déjà une optique, il y a déjà une voie de développement qui est en tête. Ensuite, nous avons une petite levée de fonds, 2,3 milliards en pré-funding, d'accord, en pré-funding, donc ça veut dire que c'est vraiment preceding funding, donc c'est vraiment l'avant-lancement dans lequel on a quand même une levée de fonds qui est assez forte, vu l'état du marché, en tout cas c'est sûr on est quand même loin majoritairement de ce qu'on a pu connaître, mais qui est quand même conséquente, surtout que c'est vraiment du preceding, donc c'est vraiment avant, et c'est intéressant de voir que c'est dans une société c'est une startup en tout cas, qui est spécialisée dans la création de multiplayer, de jeux multiplayer 3D basés sur les mondes virtuels. Donc encore une fois, la notion de métaverse n'est jamais très loin des financements au niveau de la gamification qu'on retrouve actuellement, et c'est intéressant de voir justement que c'est peut-être un arc qui continue à se développer, alors qu'on pensait justement que cet arc était peut-être terminé. On avance et on parle de FTX encore, dans lequel le CEO, donc le nouveau CEO de FTX, qui s'occupe notamment de la curation de FTX et de la gestion du dépôt de bilan de FTX, a ou aurait engagé une équipe de spécialistes pour traquer les millions de dollars qui manquent en crypto, sur lequel, comme on l'avait déjà vu précédemment, il avait dit que l'ensemble des documents financiers et l'ensemble des informations qui étaient à sa disposition n'étaient pas fiables, donc forcément c'est très compliqué de déterminer ce qui s'est réellement passé, où sont les fonds et comment ça se déroule, et donc forcément pouvoir avancer, il est logique de devoir faire appel à des spécialistes, donc ce qu'on appelle les Financial Forensics Investigators, qui sont justement spécialisés dans le tracking des interactions sur blockchain et des analyses financières. Le cabinet qui a été choisi, c'est Alix Partners, dans lequel on retrouve notamment un ancien de la SEC avec Matt Jack, qui donnait lieu à de nouvelles révélations sur cette affaire quand même pleine de rebondissements.
On va terminer nos nouvelles sur quelque chose qui est intéressant aussi, qui est un petit tweet de Benzo, qui est le CEO d'ailleurs de Bybit, qui explique tout simplement que Bybit a terminé son intégration à Apex, Apex étant un DEX, donc c'est-à-dire une plateforme décentralisée d'échange, et donc ça y est, le SEX, donc la partie centralisée, l'échange centralisé Bybit, est relié directement à un échange décentralisé. C'est quelque chose dont je vous avais parlé déjà depuis un certain temps, pas forcément sur Bybit, mais sur le fait que la chute de FTX allait entraîner une prise de conscience réelle des échanges centralisés et l'importance de la liaison entre les échanges centralisés et les échanges décentralisés, pour donner la possibilité aux gens et pour favoriser l'adoption massive et de pouvoir avancer ensemble dans un écosystème cohérent dans lequel la notion de centralisation et de décentralisation travaillent communément pour la mass adoption. Chose qui a été faite notamment par Bybit avec Apex Intégration. Je vais regarder et certainement je vous ferai une vidéo spécifique par rapport à ça sur laquelle on va tester réellement l'utilisation du DEX, est-ce que ça fonctionne bien, quelles sont les limitations et jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on a des problèmes de liquidité ou pas. Voilà, tout ça c'est des éléments importants à prendre en compte, notamment sur un DEX, et donc je vous ferai certainement une vidéo à venir, et on s'arrête là pour les nouvelles. Je vais aller préparer la vidéo d'analyse technique, mais avant ça, je vous rappelle deux choses. 1. En description dans le commentaire, vous retrouvez le Discord qui est un lieu de connaissances et d'échanges sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Vous allez voir, il y a plein d'informations, une communauté de passionnés qui vous attend. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, soutenir le Discord, on a aussi mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique. Et en plus de ça, vous y retrouverez des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens et plein d'autres choses. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Et je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.